Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire destiné à démontrer les éléments, les effets, les avantages, les enjeux de la qualité web. Il est exactement 10h59. On va pouvoir commencer dans 1 minute, le temps que tout le monde arrive. Bienvenue à tous. Oups, et je vais partager mon écran un peu mieux. Voilà, vous devriez mieux le voir. Il est 11h pile, on se laisse encore 30 secondes pour laisser le temps pour commencer pile à l'heure, mais pas totalement. J'essaye de meubler. Bien. Bon, ravi pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à tous pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va aborder un super sujet et en même temps un sujet qui est parfois un peu trop ignoré ou minoré ou pas suffisamment pris en compte et qui peut avoir des enjeux extrêmement importants pour vous. Ce dont on souhaite parler aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu tous les éléments pour réussir à décupler votre trafic, votre acquisition, votre transformation, des enjeux business, à travers l'application d'une méthode orientée qualité. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, donc moi je suis Marine Sorocco, présidente d'Adimeo, et j'ai la chance d'avoir Adam Carton de Viard, donc je suis le directeur du pôle CMS et Front chez Adimeo. Voilà. Pour vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour vous dire qui nous sommes, qui est Adimeo. Adimeo, on est à vos côtés au quotidien pour vous accompagner afin de faire du digital le levier de votre croissance. On est là à chacune de vos étapes, dans la réflexion sur des nouveaux outils, sur des nouvelles organisations, sur des nouvelles techniques, technologies, sur la manière d'engager de nouveaux dialogues et échanges avec vos utilisateurs, vos consommateurs. Notre challenge au quotidien, c'est de créer pour vous, pour vos usagers, pour vos clients, pour vos utilisateurs finaux, des expériences digitales qui soient uniques, remarquables et performantes. Et pour réussir au quotidien ce challenge qui nous anime, on est organisé autour de 4 grandes activités. Une première activité dédiée au conseil et à la stratégie, où en fait notre job c'est de définir un peu votre trajectoire, votre feuille de route de transformation, toujours dans un prisme très orienté, centré utilisateur. Notre deuxième activité, c'est justement travailler le design et l'innovation de toutes vos interfaces digitales, en se mettant vraiment dans la peau de vos utilisateurs à travers des logiques de recherche, de design orienté UX. Un gros pôle dédié à la technique, où c'est là où en fait on va mettre en musique tous les dispositifs qui ont été imaginés avant. On va travailler sur des sujets de réalisation de sites, de projets e-commerce, d'applications, de projets métiers. Et un quatrième pôle orienté plus sur les sujets de marketing, qui a vocation à travailler les enjeux d'acquisition et de transformation à travers des sujets de SEO, d'analytics, d'acquisition payante, de performance et de CRM. Je referme cette petite page de publicité pour revenir un petit peu sur le programme qui nous anime aujourd'hui et qui vous a fait venir. Revenir un petit peu sur l'essence de notre échange aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la qualité est importante ? Alors, petite coquille, il n'y a pas 5 piliers, je ne sais pas pourquoi c'est resté, mais 7 piliers sur lesquels on va s'appuyer pour travailler avec vous et faire une petite présentation de notre méthode aujourd'hui qu'on a dénommée Web Optima Matrix et qui a pour enjeu de venir normaliser, standardiser tous vos processus de contrôle qualité. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que la qualité web ? À quoi ça sert ? C'est un sujet qui n'est pas évident à prendre en main et je vais plutôt renverser la question et je vais peut-être me poser plus la question autour de c'est quoi les conséquences de la mauvaise qualité web ? Et je vais vous inviter à penser au pire site, ça peut être au pluriel, que vous avez visité dernièrement. Alors, c'est pas forcément le site qui est le plus moche, mais c'est celui qui va générer chez vous le plus de frustration. C'est par exemple ce site qui va vous obliger d'accepter des cookies, mais qui va vous forcer à dire oui. Puis qui ensuite, tout de suite, va vous proposer de télécharger un livre blanc
dont probablement vous n'avez rien à faire, et qui va, en même temps que vous inscrire à ce livre blanc, vous forcer à vous inscrire à la newsletter. Ou alors, c'est encore ce site où vous essayez désespérément de contacter la personne en face, mais en fait, le formulaire, il bug et vous ne savez pas pourquoi. Bref, je pense que vous avez tout de suite plein d'images et d'idées de comportements que vous avez déjà vécu par le passé et qui génèrent chez vous de l'agacement, de la frustration. Et en fait, ça, c'est une conséquence directe d'une application de qualité qui n'a pas été conforme. C'est imputable aussi bien aux équipes même du client qui n'ont pas bien défini les besoins, aux équipes techniques qui créent le site, à l'ergonome qui n'a pas pensé à certaines fonctionnalités, etc. Globalement, ce qu'on constate, c'est que la qualité, c'est un sujet global qui va relever plus parfois d'un manque de formation de certaines personnes, d'une mauvaise coordination, organisation au sein des équipes qui ont beaucoup de compétences qui viennent de travailler, et c'est pas de la mauvaise volonté. Donc voilà un peu ce que c'est que peut être une mauvaise qualité. Et par exemple, une mauvaise qualité, ça va être par exemple ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas travaillé la qualité de votre site web, vous pouvez avoir un super site web, mais en fait que personne ne vient visiter parce que vous n'avez aucun référencement. Ça peut être un projet sur lequel vous avez des budgets de fonctionnement qui explosent. Si le projet est mal conçu, mal optimisé, ça va vous coûter très cher en maintenance et en évolution. C'est aussi un projet pour lequel l'évolutivité va être très complexe, voire impossible. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu le sujet de la dette technique, c'est-à-dire que plus un site est de mauvaise qualité, plus vous avez une dette technique qui, par le principe même d'une dette, va vous coûter cher ou en tout cas va prendre du temps et va être coûteuse à rembourser sur le long terme. C'est aussi un enjeu, la non-qualité, sur le fait que vous allez avoir un site qui va peut-être être lent, trop lent. Et ça, les utilisateurs, ils détestent. Il y a des études qui ont été faites par Amazon il y a quelques années qui disaient qu'effectivement, si Amazon réduisait de quelques millièmes de seconde, c'était des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires qui perdaient. Un site qui est lent, c'est mécaniquement un taux de rebond, c'est-à-dire le fait que les gens partent du site beaucoup plus vite parce qu'ils sont agacés, énervés. Donc, c'est autant de transformation et de business en moins. Un site de mauvaise qualité, c'est aussi un site qui va avoir un impact direct sur vos processus internes. Potentiellement, votre service client va être sursollicité parce que le site web ne donne pas les réponses attendues. Et donc, tous ces enjeux-là font que la mauvaise qualité, c'est un énorme impact parce qu'il faut voir aujourd'hui que votre site web, c'est votre premier contact, votre premier commercial d'entreprise. Et ça va introduire un biais cognitif qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire l'effet de la première impression, qui va faire que inconsciemment, parce que la première impression dans les 5 premières secondes, les 10 premières secondes est négative, tout ce que vous allez faire derrière va être entouré de ce halo de mauvaise impression et qui va venir porter un regard plutôt négatif sur tout ce que vous pourrez lui proposer derrière. Donc cet enjeu-là, il est clé pour vous parce que plus vous avez un projet qui est de mauvaise qualité, plus vous pouvez dégager une image qui est mal perçue et donc générer chez vos cibles une distorsion de perception qui va influencer tout ce que vous allez pouvoir faire derrière. C'est pour ça que la qualité web, si on essaye de le définir de manière plus, on va dire, à la façon de Petit Robert, c'est l'aptitude qu'a un service à satisfaire des exigences explicites et implicites. Et donc l'enjeu pour vous, c'est de réfléchir au-delà de ce que demande le client, mais d'aller voir et comprendre ce que attendent vos clients et vos collaborateurs et vos interlocuteurs divers, ce qu'ils attendent sans savoir forcément correctement le formuler. Et donc tous ces sujets-là vont nous permettre de pouvoir s'engager dans un processus continu, d'amélioration continue, pour justement atteindre la qualité maximale. Donc c'est pour ça qu'avant de rentrer directement dans les sujets de qu'est-ce que c'est, comment se décomposent tous les éléments de la granularité, il faut avant tout le voir comme un processus permanent qui concerne plein de personnes différentes au sein de votre organisation, qui ont toutes potentiellement des objectifs et des expertises différentes, d'où l'importance effectivement d'être capable de formaliser, normaliser une trajectoire de qualité qui soit connue et partagée par tous en interne et aussi en externe chez vos prestataires. Voilà un peu pour cette introduction.
je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de s'intéresser aux piliers de la qualité web. Déjà, je vais couper une idée connue, ou peut-être un a priori que vous avez. La qualité web, ce n'est pas est-ce que votre site est beau. Tout simplement parce que la beauté est une notion toute relative, et aussi parce que ça serait réduire la qualité à un item ou en tout cas un sujet extrêmement réduit dans l'impact de l'utilisateur. Je vous prends l'exemple type, hein, c'est l'exemple du site Amazon sur lequel je reviens encore. On était tous d'accord pour dire il y a quelques années que c'était le site le plus moche du monde. Pour autant, vous connaissez bien l'enjeu de chiffre d'affaires d'Amazon qui est plus que conséquent et sur lesquels l'esthétisme n'a que peu d'impact. Premier élément, premier pilier de la qualité web, c'est l'enjeu de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. Pourquoi c'est important? Pourquoi cette qualité, ce sujet de qualité-là est important? Puisque plus vous allez avoir un site qui est ergonomique et qui répond à des besoins utilisateurs, plus vous allez générer de la satisfaction chez vos cibles. Et un site qui offre une navigation fluide, un contenu pertinent, une interface intuitive, c'est mécaniquement un site qui va générer plus de conversion en termes d'inscription, de téléchargement, de vente, de remplissage de formulaires de contact, etc. Ça, c'est évidemment un outil, un élément clé. Et la question que vous allez légitimement me poser, c'est comment est-ce que je fais pour travailler l'ergonomie, qui est un énorme sujet et qui va concerner plein d'autres thématiques qu'on va voir par ensuite. C'est déjà se dire, c'est quoi les critères d'évaluation d'une bonne ergonomie? Alors, il y a plein de méthodologies qui existent. Là, on va essayer de résumer un petit peu ce qui fait qu'un site est efficace. C'est évidemment que sa navigation est fluide, intuitive. C'est le fait qu'il soit responsive, c'est-à-dire que sur n'importe quel support, je puisse l'utiliser et avoir une cohérence, une congruence entre tous les devices. Le fait qu'en termes d'interaction et d'engagement, ça soit simple, efficace, que j'ai une qualité et une rapidité d'usage, et le fait que j'accède et que je puisse rechercher l'information désirée de manière efficace. Voilà le bref résumé de ce que c'est comment est-ce qu'on peut évaluer de manière très globale l'ergonomie. La manière dont que vous avez de pouvoir l'optimiser, c'est, bien évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est faire appel à des gens dont c'est le métier. On ne peut pas demander, par exemple, à un directeur artistique, dont le métier est d'être créatif, d'avoir la rigueur d'expertise pour fournir une navigation qui soit efficace. Donc, faites appel à des UX designers. Déjà, c'est la base. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des outils méthodologiques, tels que des tests utilisateurs, faire des protocoles d'A/B testing ou faire des analyses expertes de parcours, qui vont vous permettre, effectivement, sur un existant donné, d'identifier tous les points de friction en termes d'ergonomie qui existent pour vos utilisateurs. Parce qu'il y a un dicton qui existe en UX qui dit que là où il y a friction, il y a potentiel. En gros, votre challenge sur votre existant, c'est d'être capable d'identifier tous les points de friction, tous les goulets d'étranglement qui font que votre utilisateur va dire « c'est pas intéressant, j'y arrive pas, c'est pas fluide ». Et là, vous allez pouvoir transformer l'expérience. Pour travailler ces sujets-là, vous avez plein d'outils possibles qui existent sur le net. Ça va être des outils comme Hotjar, Crazy Egg, qui vont être des outils qui vont vous permettre de visualiser les parcours, d'avoir des cartes de chaleur, d'avoir des enregistrements de parcours, etc. Donc ça, c'est des outils que vous installez. Vous allez pouvoir avoir des méthodologies de type ce qu'on appelle les heuristiques de Bastien Escapin, qui vont être des grilles d'analyse utilisées par des UX designers. Et puis, sur des sujets de compatibilité, d'absence d'anomalies, de compatibilité tout device confondu, vous allez avoir un outil comme par exemple BrowserStack, qui va être un outil qui va tester la compatibilité de votre application sur tous les mobiles, tous les devices, que ce soit du mobile, du desktop et autres. Voilà pour ce sujet du UX design qui, encore une fois, est parcouru très, très, très rapidement. On a fait pas mal de webinars et on fait toujours pas mal de webinars sur ces sujets-là. Donc, je vous inviterai à voir les replays ou à vous inscrire sur les prochains. Et d'ailleurs, le sujet suivant aussi a été l'objet d'un webinar il n'y a pas très longtemps. Et si vous voulez le creuser, je vous invite à aller le regarder parce que c'est un sujet qui est vaste et complexe. On va commencer par parler de la fiabilité d'un site. Donc, qu'est-ce que c'est un site qui est fiable? C'est un site qui est un petit peu à l'image de ce dont parlait Marine à l'instant, marche sur tous les navigateurs, tous les supports. C'est un site qui n'est pas susceptible d'être piraté. C'est un site qui n'a pas de bugs et qui est disponible 24 heures sur 24.
Donc, comment est-ce qu'on travaille cette fiabilité? Bon, déjà, il faut avoir des critères pour l'évaluer. Donc, c'est des choses assez classiques, taux de disponibilité, le nombre d'anomalies, la capacité du site à gérer des pics de trafic. Donc, pour répondre à ces problématiques, ça va se passer pas mal côté hébergement, donc avec des hébergements cloud, du CDN, des caches frontaux. Voilà. Et puis pour valider que le site fonctionne toujours, par exemple après des livraisons, des déploiements, on peut mettre en place des tests fonctionnels automatisés avec des outils comme Ghost Inspector, ce genre de choses. Voilà. Après, les autres outils vont être plus sur la partie CDN comme Cloudflare, Load Impact qui va permettre d'analyser la capacité à gérer les pics de trafic, et Pingdom qui va donner le fait que le site est toujours disponible. En tout cas, prévenir si le site n'est plus disponible. Donc ensuite, c'est plus sur la partie sécurité. Donc là, il y a un référentiel très connu, OWASP, qui donne un top 10 des failles de sécurité les plus communes. Donc je ne vais pas rentrer énormément dans le détail parce que ça va devenir très technique, mais toute la partie... en fait, ce qu'il faut comprendre avec la sécurité, c'est que c'est avant tout, un peu comme la qualité globalement, un processus. C'est mettre en place des éléments de manière continue, tester régulièrement. Voilà. Après, pour rentrer un peu quand même dans le détail, on va avoir des choses assez simples. Donc en rouge, vous avez les types d'attaques possibles, en vert, les moyens de les repousser, et votre site en bleu au milieu. Et une autre couche de vert qui est toutes les choses qui vont permettre d'éviter les attaques en amont. Donc tout ce qui est avoir un bon chiffrement, des contrôles d'accès corrects, les choses qui soient isolées, faire les mises à jour régulièrement. Voilà. Donc, comme je le disais, le grand principe de la sécurité, c'est vraiment d'avoir un processus constant d'amélioration continue, d'adopter une politique de sécurité qui soit communiquée et claire en interne et aussi en externe avec tous vos prestataires. Il faut systématiser le security et le privacy by default, c'est-à-dire que par défaut, on fait le choix de la sécurité et de la privacy, et on choisit ce qu'on ouvre, ce qu'on montre. Et aussi, c'est tester et faire tester. C'est important de se faire accompagner sur la sécurité parce que être juge et partie, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, c'est là où c'est important de faire appel à des prestataires externes pour faire des tests d'intrusion, ce genre de choses. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la qualité technique. Donc, la qualité technique d'un site, c'est avant tout avec un objectif de maintenabilité et d'évolutivité. L'enjeu, c'est d'avoir un site qui va durer dans le temps, qui va rester fiable, du coup, pour revenir sur le critère d'avant, enfin sur le pilier d'avant, et qui va pouvoir évoluer, qu'on va pouvoir améliorer, rajouter des fonctionnalités. Donc pour ça, il faut avoir un site qui est développé dans le respect des bonnes pratiques, quel que soit le langage, et avec une architecture de code qui soit flexible. Donc on a un certain nombre de critères. Il y a beaucoup de critères qui sont spécifiques, mais il y a quand même des critères universels dans la qualité du code. Le premier point, c'est que le code d'un site internet, il faut qu'il soit le plus léger possible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas contenir des lignes de code inutiles, des commentaires excessifs ou beaucoup de répétitions. Il faut qu'il soit clair, c'est-à-dire simple à reprendre par d'autres développeurs. Il faut qu'il soit structuré, qu'on puisse s'y retrouver, qu'il y ait une organisation logique, cohérente. Il faut qu'il soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il doit ne pas créer des failles de sécurité. Et il doit être optimisé, c'est-à-dire qu'il doit garantir des temps de chargement rapides et puis surtout éviter l'utilisation de ressources informatiques de manière excessive. Donc, je ne sais pas si vous commencez à le voir, mais tous les sujets de qualité sont très liés. Là, en parlant de qualité technique, en réalité, je parle aussi de performance, je parle de sécurité, je parle d'éco-conception, éviter d'utiliser trop de ressources informatiques. Donc, il faut bien comprendre que la qualité, tout est lié, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et parfois il y a des choses qui sont antagonistes. On y reviendra plus tard. Et puis aussi des critères spécifiques pour évaluer la qualité technique. Par exemple, si je prends, là j'ai mis 2 exemples, on va avoir des critères très précis à aller évoluer sur par exemple Drupal, qui est un CMS.
qui ne seront pas les mêmes du tout. Donc Drupal est à droite, qui ne sont pas du tout les mêmes que WordPress à gauche. On va avoir des choses en commun, mais en réalité assez peu. Donc voilà, il faut prendre en compte aussi sur quel outil votre projet est construit, et si c'est tel langage, tel framework ou tel CMS, on ne va pas pouvoir l'analyser de la même manière. Complètement. Un autre pilier important, là, vous voyez, on saute un peu des sujets, on va dire, métiers, en passant par des sujets techniques. Là, on revient à un sujet plus orienté marketing. C'est exactement ce que dit Adam, c'est que la qualité, c'est un sujet multithématique, très transverse, et avec des éléments qui se recoupent, et on va le voir tout de suite dans le sujet du SEO. Effectivement, votre enjeu de qualité, c'est de faire en sorte que vos visiteurs viennent sur votre site internet, et un site qui est maltraité d'un point de vue de la qualité en termes de référencement sera totalement inefficace puisque personne ne viendra chez vous. Ce qui est important en termes de SEO, je rappelle, c'est qu'il y a 3 grands piliers qui existent. C'est les critères qu'on appelle on-page, les critères qu'on appelle on-site, c'est-à-dire sur tout le site, et les critères qu'on va appeler off-site, c'est-à-dire qui ne sont pas directement liés aux actions que vous faites sur le site. Donc clairement, dans le sujet de la qualité, vous allez majoritairement vous intéresser sur les sujets on-site et on-page. Pour ceux qui connaissent déjà les sujets de SEO, vous savez très bien que la liste est particulièrement longue de l'ensemble des prérequis techniques qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte qu'un site soit le plus vu, lu par Google en Europe, puisque Google aujourd'hui représente plus de 90% des recherches. Peut-être que l'IA va commencer un petit peu à changer cette donne-là, on le sait. Ce que j'ai mis ici, c'est de vous dire, c'est quoi les grandes typologies de critères qui existent pour mesurer la qualité d'un site en termes de SEO. Il y a tout d'abord, on le voyait à l'instant, c'est là où on voit que tout se recoupe, les enjeux de sécurité et le fait que, est-ce que votre site internet a un certificat, et potentiellement, est-ce que votre site aussi intègre ce qu'on appelle des contenus mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des portions dans la page qui ne sont pas, entre guillemets, protégées par un certificat. Il y a des sujets qui sont liés aux URL. Par exemple, est-ce que vos URL sont réécrites, c'est-à-dire contiennent effectivement de manière intelligible ce que veut dire votre page. Est-ce que vos URL sont canoniques, c'est-à-dire est-ce que vos contenus sont uniques, il n'y a pas un contenu égale une URL. Est-ce que votre site est explorable, indexable? Donc ça veut dire beaucoup de choses. Explorable, c'est en gros, est-ce que j'ai un sitemap? Vous savez, le fameux sitemap.xml qui est proposé par Google pour venir explorer l'intégralité de votre site. Est-ce que vous avez beaucoup d'erreurs 404? Des cul-de-sac qui sont exaspérants pour vos utilisateurs, mais que Google vient largement aussi pénaliser. En termes d'indexabilité, si vous avez un site multilingue, est-ce que vous gérez et est-ce que vous balisez correctement vos langues? Est-ce que vous avez du contenu en double? Et puis sur le sujet de balisage, est-ce que vous avez correctement balisé tous vos contenus de façon à ce que Google puisse avoir une lecture sémantique de votre contenu? C'est-à-dire, en gros, quand un titre est un titre, vous indiquez à Google que c'est un titre pour qu'il vienne surpondérer les contenus qui sont dans ce titre. Est-ce que vos images sont correctement avec des balises alt? Typiquement, ce qu'on va voir, c'est que ce sujet-là de balise alt vient nourrir aussi un autre critère de qualité qui est l'accessibilité. Tous ces sujets-là, je ne vais pas forcément non plus m'étendre parce que pareil, on a aussi des webinars sur le sujet du SEO et qui viennent vous donner pas mal de billes d'approfondissement. Mais l'enjeu, c'est de vous dire que c'est évidemment clé, c'est un sujet qui est technique, c'est un sujet qui est marketing, et que vous avez aussi à votre disposition des outils d'analyse très importants, très divers, qui existent. Le premier qui est le plus utile et qu'on va voir aussi, qui est très utilisé sur beaucoup d'autres critères, c'est le Google PageSpeed Insight, un outil gratuit fourni par Google, qui va vous donner très clairement des indicateurs sur l'optimisation du référencement. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez avoir des outils comme SEMrush qui vont vous permettre de faire des audits techniques, mais qui vont aussi vous permettre de faire ce qu'on appelle des audits sémantiques, des audits pour optimiser votre position de mots-clés, des audits pour vous permettre d'optimiser tout ce qui a trait aux critères qu'on va appeler off-site. Et puis d'autres outils qu'on utilise nous aussi fréquemment, Your Text Guru, qui va être un outil puissant d'optimisation sémantique de vos contenus, qui va aller un cran plus loin que SEMrush, ou encore Screaming Frog, qui va venir questionner les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont les enjeux d'indexabilité et d'explorabilité. Je ne vais pas forcément aller plus loin, encore une fois, sur ces outils. Je vous invite à regarder un lien qui va vous être donné dans le chat aussi également, qui liste un peu tous les outils qu'on a l'habitude d'utiliser chez nous sur ces sujets-là. On a parlé SEO, on fait un pas de côté pour aller voir un sujet qui est souvent maltraité, parce que à la fois complexe, juridique et
pas toujours évident parce que justement, souvent, en antagonisme avec les enjeux d'acquisition et de marketing, c'est le sujet de conformité légale. Alors, le RGPD que vous connaissez, j'imagine tous, le règlement général sur la protection des données, qui est maintenant au niveau européen, donne un cadre qui est assez clair et un cadre qui vous expose à des pénalités de plus en plus significatives si effectivement vous ne respectez pas le cadre-là. Et la CNIL aujourd'hui, qui est un peu le bras armé du RGPD aujourd'hui, a de plus en plus des actions proactives et de sanctions à l'égard de ceux qui ne respectent pas les directives du RGPD. Ça, c'est un impact, on va dire, directement financier, mais il y a aussi un enjeu en termes d'image qui est clé, c'est que, et vous devez vous le constater aussi en tant qu'internaute, c'est que quand il y a un site qui ne respecte pas la confidentialité de vos données ou qui ne respecte pas le consentement que vous lui avez donné, vous avez tout de suite aussi un a priori très négatif sur la marque ou sur le site. Donc là aussi, le respect du RGPD est un enjeu financier, et aussi, bien évidemment, un enjeu d'image, de notoriété et donc d'engagement de vos clients. Pour essayer de faire un résumé de ce que c'est que la mise en conformité, il faut retenir 6 grands critères. Le premier, c'est la transparence et le consentement. Vous devez informer clairement les utilisateurs sur l'usage que vous allez faire de leurs données. Et il faut que vous ayez obtenu un consentement explicite, c'est-à-dire que l'utilisateur doit avoir coché une croix. Vous devez travailler aussi à faciliter l'exercice des droits de tous les utilisateurs. Vous devez leur assurer la possibilité d'accéder à leurs données, de les modifier, de les rectifier et de les supprimer. Vous devez, et là c'est là où on voit ensuite la convergence des enjeux de qualité, garantir la sécurité et la confidentialité des données. Si vous n'êtes pas en capacité de démontrer à la CNIL ou à tout autre inspecteur que vous n'avez pas mis en place des procédures de sécurité robustes pour protéger les données personnelles, vous pouvez être pénalisé. Vous avez aussi un enjeu, et c'est là où ça vient s'opposer frontalement souvent à des enjeux de marketing, c'est vous devez aussi minimiser et limiter la portée des données. Vous ne devez collecter que les données nécessaires à leur exploitation et pour une durée limitée. Et ça, pour des responsables marketing, c'est souvent complexe à mettre en œuvre. Ce qui explique souvent qu'un DPO, donc un Digital Protection Officer, n'est souvent pas le responsable marketing. Vous avez aussi un engagement alors en anglais, il n'y a pas de terme qui traduit forcément bien le sujet, d'accountability, c'est-à-dire de responsabilité. Vous devez tenir un registre des traitements, réaliser des évaluations d'impact, et si vous avez les conditions qui sont réunies, désigner un DPO pour votre organisation. Et enfin, le dernier sujet, qui est souvent le sujet qui est le plus visible, vous devez avoir une gestion des cookies qui est conforme. Et là, c'est là où le diable se cache un peu dans les détails, c'est que bien gérer des cookies, et Adam, je pense que tu pourras nous en parler, c'est pas toujours simple. C'est pas souvent juste installer une solution et se dire qu'elle va tout faire. Il y a souvent un paramétrage un petit peu plus fin à gérer sur ces sujets-là. Ensuite, on va parler un petit peu de performance, donc performance au sens notamment rapidité d'affichage. Ça rejoint aussi un petit peu tout ce qui était fiabilité, puisqu'un site qui s'affiche rapidement, qui est disponible, voilà, il y a aussi un enjeu de fiabilité. Donc, qu'est-ce que c'est? Quels sont les critères de performance d'un point de vue web? Donc, j'ai repris les critères de Google PageSpeed Insights, qui est clairement la référence sur le sujet. Et donc, on va mesurer la vitesse d'affichage du premier élément, First Contentful Paint, qui va donner la première réponse visible pour l'utilisateur. Ensuite, on va aussi évaluer la vitesse de chargement de l'élément de contenu majeur de la page. Par exemple, vous êtes sur une page d'accueil, très souvent on va avoir une grande image. Voilà, c'est à la vitesse à laquelle cet élément-là va s'afficher. Donc, c'est Largest Contentful Paint, en anglais, le LCP. Ensuite, on va avoir tout simplement la vitesse de chargement de la page complète et de toutes ces ressources qu'elle va aller chercher à l'extérieur éventuellement. Donc, tout simplement le speed index, comme l'appelle Google Page Speed Insight. Ensuite, on a le délai avant interactivité, le TTI. Donc ça, c'est dans combien de temps votre site permet à l'utilisateur d'avoir une interaction. Dans la plupart des sites, c'est tout simplement scroller.
Mais ça peut être remplir un formulaire, ça peut être appuyer sur un bouton, ce genre de choses. Ensuite, on a le temps de blocage total, le TBT. Donc lui, c'est le temps entre l'affichage du premier élément et le délai avant l'interactivité. C'est la mesure de ce temps-là. Et le dernier critère, c'est est-ce que sur votre page, il y a des déplacements de la structure de la page un peu impromptus qui peuvent gêner l'expérience. Donc là, c'est CLS, c'est Content Layout Shift. Donc ça signifie que par exemple, vous êtes en train de naviguer et vous voulez cliquer sur quelque chose et puis en fait là, il y a quelque chose qui s'est chargé en dessous et ça vient pousser le contenu et en fait, vous cliquez à côté ou sur le mauvais bouton, enfin, de genre de choses très frustrantes. Et ça, voilà, c'est considéré dans les critères de performance de Google PageSpeed Insight. Donc je vous mets ici quelques petites captures pour vous montrer qu'il va analyser donc plusieurs éléments. Il va analyser le SEO, il va analyser l'accessibilité et la performance. Il y en a un quatrième, mais qui ne me revient pas. Excusez-moi. Et donc voilà, donc vous voyez, on voit le résultat, par exemple ici, avec le temps auquel le site se charge, tous les critères dont je viens de vous parler. Et surtout, ce qui est très important, c'est tous les moyens qui vous sont détaillés pour gagner en rapidité. Avec des conseils, avec des liens vers des articles qui expliquent. C'est une ressource vraiment très précieuse pour les développeurs. Et voilà, je recommanderai jamais assez d'utiliser cet outil. Pour vous donner un petit peu des insights sur nous, avec notre expérience chez Adimeo, quels sont les axes d'amélioration les plus courants qu'on constate lorsqu'on fait des audits. C'est souvent la gestion des images qui peut faire très mal au poids de la page. Donc là, on va pouvoir travailler tout simplement leur poids. Une image peut être compressée. On peut aussi jouer sur le format. Il y a des formats plus modernes web qui sont beaucoup plus performants, comme le WebP par exemple. Et puis aussi jouer sur la résolution. On n'est pas obligé d'envoyer une image extrêmement grande en résolution pour l'affichage sur mobile. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être optimisées au niveau des images et qui ont souvent énormément d'impact. Ensuite, c'est la politique de cache. Donc on en a parlé aussi sur la partie fiabilité, mais voilà, avoir des caches qui vont faire en sorte que le site ne recalcule pas à chaque fois les pages et que le contenu qui a déjà été généré pour l'internaute précédent lui soit resservi quasiment instantanément, donc avec des caches frontaux, des CDN. Et puis après, c'est limiter le nombre de librairies JavaScript et de polices qu'on va appeler sur les pages. Donc, éviter d'avoir un site avec plein d'écritures différentes, plein de fonctionnalités un peu waouh, mais qui vont venir ralentir énormément le chargement des pages. Voilà. Le point d'après, donc l'éco-conception. L'éco-conception, c'est une démarche avant tout qui est globale. C'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que là, on va parler de qualité web, mais si on veut faire de l'éco-conception, ça commence dès la stratégie, dès la phase de réflexion, avant même de commencer à écrire un cahier des charges ou autre. C'est se poser la question de est-ce que ce projet est réellement nécessaire? Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais parfois, on a un site qui est en place, qui marche, qui a quelques problèmes. Est-ce que le faire évoluer, l'améliorer, n'est pas plus intéressant d'un point de vue de tout ce que va engager le lancement d'un nouveau projet? Lancer un projet, ça va avoir un coût de déplacement potentiellement parce qu'on va aller rencontrer des prestataires ou des prestataires vont venir, on va faire travailler des gens, peut-être même prendre l'avion, des choses comme ça. Donc, même au-delà de tout ce qui est considération, utilisation de ressources techniques, il y a tout cet aspect-là qui est important. Ensuite, durant la phase de conception, il faut prendre en compte tous ces critères. Si on veut faire un site le plus sobre possible, par exemple, on ne peut pas avoir une arborescence avec 6 niveaux de liens dans les menus, avec des centaines de liens, puisqu'on va venir faire, j'en parlerai un petit peu après, mais ça va venir rendre la page trop complexe.
Voilà, donc il faut que l'éco-conception infuse dans toute la phase de conception et que les différents acteurs de cette conception aient en tête les contraintes et les critères de l'éco-conception. Bien sûr, durant la phase de réalisation, le développement back-end et front-end doit prendre en compte tous ces critères-là pour faire le site le plus efficace possible, le plus sobre, et ça va revenir sur tous les critères qu'on a vus avant, sur la performance, sur la qualité du code, etc. Et puis, durant l'exploitation, c'est pas fini. Durant l'exploitation, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire côté hébergement. Donc, ça peut être choisir un hébergeur, entre guillemets, vert, qui va réutiliser la chaleur qui est générée par les serveurs pour générer de l'électricité ou des choses comme ça. Ça peut être un hébergeur qui utilise l'eau de la mer pour refroidir les serveurs. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être aussi ne pas faire tourner des serveurs, par exemple, de test la nuit, qui donc du coup ne servent à rien, puisque personne ne va aller tester le site sur les instances de test durant la nuit. Et voilà, il y a d'autres optimisations aussi à réfléchir côté hébergement. Et puis, c'est aussi dans la création de contenu. Des contenus qui sont bien pensés, qui n'utilisent pas 15 images en grand format, vont aussi participer à cette sobriété numérique. Donc, côté technique maintenant, pour aller voir sur vraiment l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui de qualité, les 4 grands axes qu'on peut mesurer et évaluer côté sobriété ou Green IT, c'est tout d'abord de limiter la complexité des pages. La complexité des pages, c'est le nombre de balises HTML concrètement qui vont être dans la page. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'arborescence. Si votre menu principal va un méga menu avec 6 niveaux d'arborescence et énormément de liens, forcément, ça va impacter cette complexité. Limiter le poids des pages, là, typiquement, les images, les ressources externes, les vidéos qui ne seraient pas hébergées sur une autre plateforme. Limiter le nombre de requêtes, donc est-ce qu'on va appeler des librairies externes, beaucoup d'images, etc. Et limiter les sollicitations serveurs, donc faire appel à un cache, encore, je parle de cache, pour éviter de faire utiliser beaucoup de puissance informatique en continu. Donc pour ça, on a des outils assez récents qui nous permettent d'analyser tout ça. Donc il y a le premier qui est ecoindex.fr qui va lancer une analyse de votre page. Vous lui donnez une URL et il va vous donner une note entre A et G, une note aussi sur 100 d'ailleurs, et va vous expliquer qu'est-ce qui est pas bon sur 3 critères. Donc le poids de la page, comme ce dont je parlais avant, la complexité et le nombre de requêtes. C'est simple et efficace, on voit tout de suite. Mais ça ne nous donne pas trop de pistes concrètes d'amélioration. Donc ensuite, il y en a un deuxième qui est un peu basé sur la même chose, qui va refaire aussi la même analyse, qui est une extension navigateur que vous pouvez installer sur Chrome et Firefox à minima, et sûrement sur d'autres, qui s'appelle Green IT Analysis, et qui va, en plus de faire la même analyse qu'EcoIndex, va aussi analyser 21 bonnes pratiques conseillées par ecoindex.fr. Donc là, c'est très intéressant parce que ça va nous dire si il y a bien les bons critères techniques. Petite coupure à l'instant, je viens de m'en rendre compte. Vous devez nous entendre à nouveau, j'espère, j'imagine. Les aléas du direct. Oui, c'est bon, vous nous entendez. Bon. Super, merci. Oui, donc je reprends. Donc cette extension, elle permet d'analyser très finement et surtout d'avoir des pistes d'amélioration. Alors juste un petit warning, ça peut être impacté par d'autres extensions que vous auriez dans votre navigateur. Donc si vous voulez l'utiliser, je vous conseille de le faire sur un navigateur complètement vierge, c'est-à-dire sans extension et juste dédié pour faire cette analyse. Donc par exemple, vous utilisez Chrome, téléchargez Firefox, installez dessus ou vice-versa. Un autre pilier extrêmement important et hélas
sans doute malmenée. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'analyse, et on pourra en discuter ensuite, c'est qu'il y a des sujets qui peuvent sembler évidents, d'autres qui le sont moins, ou d'autres qui semblent moins prioritaires, et c'est un peu toute la complexité de la démarche de la qualité, c'est qu'il faut qu'on se fixe un cap, une trajectoire et une ambition, et que souvent sur les sujets d'accessibilité, c'est parfois un peu le parent pauvre de la qualité, tout simplement parce que on se dit, bon, c'est pas prioritaire. Un chiffre pour vous, un site qui n'est pas accessible fait que potentiellement 15% de la population française ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce 15%, c'est pas seulement effectivement les déficients visuels qu'on peut avoir l'habitude effectivement sur ces sujets-là, mais ça peut englober un nombre beaucoup plus vaste d'handicaps. Et donc, ne pas avoir un site accessible, c'est pénaliser une partie significative de votre public potentiel. Et par ailleurs, ce qui est aussi important, et c'est là où on voit toute la partie, tout le cercle vertueux de cet effort qualité, c'est que si vous travaillez l'accessibilité, mécaniquement, vous allez travailler les sujets d'éco-conception, les sujets de performance, les sujets de sécurité, les sujets d'ergonomie, les sujets de lisibilité, etc. etc. Travailler le sujet d'accessibilité, c'est un élément fort pour travailler vos valeurs d'inclusivité, pour garantir que votre site est accessible à tous. Et ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que très récemment, il y a eu une directive européenne qui est sortie qui va vous obliger d'ici 2025, avec quelques cas d'extension, à proposer des dispositifs qui sont accessibles sous peine, comme le RGPD, de sanctions. Donc vous avez aussi maintenant, de manière très significative, dans le droit français, un impératif légal de respect des normes d'accessibilité. Et ça passe par un certain nombre de critères que je vais résumer ici. Je vais faire un résumé vraiment très conséquent, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la norme qui doit vous servir de référentiel, c'est ce qu'on appelle le RGA. Et c'est des centaines de critères qu'on va voir un tout petit peu après. Pas dans le détail, je vous rassure. Les critères de l'accessibilité, il faut prendre en compte 4 grands sujets. Le premier, c'est que c'est la notion de perceptibilité. Vous devez, pour vos utilisateurs, favoriser, faciliter la perception visuelle et auditive du contenu. L'exemple type, c'est le fait que vous ne proposez pas des images qui véhiculent un sens, c'est-à-dire typiquement, je sais pas, vous proposez une image et dedans il y a du texte qui est incrusté. Ça, typiquement, pour des personnes qui ont des lecteurs audio, ils ne le verront pas. Ou vous ne devez pas utiliser la couleur comme signifiant. Les daltoniens, si vous utilisez du vert ou du rouge, ne verront pas la différence. Le deuxième élément, c'est l'utilisabilité de votre dispositif. Vous devez donner la possibilité à tous vos utilisateurs d'utiliser votre site sans difficulté. Pour ça, c'est par exemple permettre aux utilisateurs la navigation au clavier. Parce que si vous n'avez pas la capacité d'utiliser une souris ou autre, vous devez pouvoir utiliser le clavier. Vous devez pouvoir également afficher le fil d'Ariane. J'ai souvent des questions qui me disent « mais le fil d'Ariane, ça sert à rien ». Peut-être que ça sert à rien. Alors, on pourra parler, là c'est intéressant, le fil d'Ariane sert pour le SEO, mais sert également énormément pour l'accessibilité, pour pouvoir repérer où je suis dans l'arborescence d'un site. Vous devez également fournir des interfaces qui soient compréhensibles. Comprendre le contenu textuel, mais également la manière dont le site fonctionne. Vous êtes sur un site multilingue, vous devez fournir l'indication dans le code de la langue qui est utilisée pour pouvoir switcher de langue. Vous devez faire fonctionner l'interface toujours de la même façon. L'exemple assez classique, c'est j'ai différents assets technologiques, différentes technologies pour équiper mon site, et je vais avoir des modifications dans la manière dont j'affiche le menu, dans la manière dont j'affiche les formulaires. Ça, effectivement, ça va créer ce qu'on appelle un défaut de congruence en termes d'ergonomie. Donc, vous voyez que là, l'accessibilité rejoint l'enjeu de l'ergonomie. Mais vous allez aussi perdre un peu vos utilisateurs qui sont peut-être moins familiers des interfaces numériques. Et le dernier sujet de l'accessibilité, c'est la robustesse de votre dispositif. Vous devez permettre l'accessibilité de votre dispositif, la compatibilité de votre site avec toutes les utilisations actuelles et futures. Alors, donc c'est là où on voit que ça rejoint l'enjeu d'accessibilité, quel que soit le device, mais ça rejoint là aussi l'enjeu de pouvoir rendre votre site compatible avec toutes les technologies d'assistance. Très souvent, des personnes atteintes de déficience visuelle vont avoir des dispositifs qui vont leur permettre de traduire de manière audio l'ensemble de votre site. Donc, il faut que le code que vous produisez soit intelligible par ces outils-là. Et donc, ça veut dire que vous devez respecter un certain nombre de standards de code, et c'est là où on rejoint, bien évidemment, les sujets de qualité technique, tels qu'Adam les évoquait. Mais en revanche, ça peut aller un petit peu à l'encontre au niveau de l'éco-conception sur la complexité d'IPage, parce qu'on va être amené à rajouter
des balises HTML supplémentaires pour justement expliciter le contenu pour un lecteur d'écran. Et parfois, quand ça concerne par exemple des liens de menu et que, comme je reprends mon exemple, vous en avez 6 niveaux avec 150 liens de menu dans votre méga menu, ça veut dire qu'on va faire 150 fois 2 parce qu'on va rajouter à chaque fois une balise à propos pour qualifier ce lien. Donc voilà, ça peut, il faut balancer les choses et trouver le juste milieu entre l'accessibilité et la complexité de la page. Complètement. D'où l'enjeu d'équilibrage des enjeux d'accessibilité. Pour mesurer correctement l'accessibilité, il y a un seul outil qui existe, ou en tout cas une seule matrice qui est extrêmement complète, qui est le RGA, le référentiel général d'accessibilité des administrations, qui est donc à vocation essentielle de prime abord pour les administrations publiques françaises qui ont une obligation légale de s'y conformer, et où vous allez pouvoir mesurer le niveau selon 3 lettres, A, AA ou triple A. Et là, vous voyez qu'on a des grilles d'analyse qui fonctionnent sous un fichier Excel, qui vont vous permettre de venir tester le respect des critères, page par page, site par site. On a fait le tour, je crois, de tous les critères d'accessibilité. On voulait vous proposer un petit peu de découvrir une méthode qu'on a mis en place qui s'appelle Web Optima Matrix. Alors, c'est une méthode qui s'inspire de de tout ce qu'on vient vous montrer là, hein, de tous les référentiels. Il y a un référentiel qu'on n'a pas cité, qui s'appelle le référentiel Opquast. Le référentiel Opquast, c'est le référentiel de qualité web qui est extrêmement transverse, extrêmement utile aussi, et qui va vous lister toute une série de critères, et notamment, il présente aussi l'avantage de proposer des certifications. Chez Adimeo, par exemple, tous nos collaborateurs sont certifiés Opcast avec différents niveaux d'expertise, mais en tout cas, c'est un enjeu clé pour garantir que tous les interlocuteurs à qui vous avez affaire chez Adimeo ont un niveau minimal d'appréhension de ces sujets-là. On a souhaité venir l'étoffer un peu plus, tout simplement parce que sur Opcast, il y a des sujets qui sont un peu moins bien couverts selon notre point de vue, et il y a des sujets surtout qui vont peut-être avoir un impact business un peu moins évident dans l'approche. Cette méthode, elle présente l'avantage de pouvoir être exploitée à chaque moment de vie de votre projet. Tout simplement parce que d'abord, quand vous lancez un projet, et ça c'est un élément important, et c'est ce que tu disais en introduction, c'est qu'il faut pouvoir se dire où est-ce que je veux aller en termes de qualité, définir une trajectoire, résoudre les apparentes oppositions entre certains critères, le RGA, le RGPD versus les enjeux marketing versus les enjeux de performance, pour savoir qu'est-ce que j'accepte de faire ou qu'est-ce que je n'accepte pas de faire. Ce référentiel, il va être intéressant en amont d'une refonte pour identifier, et ça c'est très important, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans une refonte, on a tendance à parfois se focaliser sur ce qui ne marche pas, mais à oublier ce qui marche. Donc c'est bien de savoir d'où on part pour savoir là où on veut aller. Et souvent aussi, et tu le disais à un moment, de dire une refonte n'est pas toujours nécessaire. Il faut bien souvent se poser la question et se dire je peux très largement optimiser un dispositif avant de me lancer dans un projet de refonte pour plein de raisons, parce que ça va coûter plus cher, parce que ça me met en risque, parce que ça prend du temps, parce que ça va déstabiliser le centre, parce que ça a un coût en termes d'éco-conception, etc. Cette démarche, qui est hyper intéressante, c'est qu'elle va s'appliquer à chacune des étapes de vie dans un projet de refonte, depuis la conception UX/UI, en passant par le développement technique, en passant par la recette, etc. Donc vous allez pouvoir calibrer un certain nombre de checkpoints sur ces sujets-là. Je l'ai dit, je le répète, mais si vous voulez que faire une optimisation, vous allez pouvoir identifier les critères d'optimisation. Vous allez pouvoir aussi, et c'est là où c'est intéressant, identifier les leviers de performance orientés plutôt business. Vous avez un enjeu de génération de leads majeur parce que votre service commercial est à la traîne, vous allez pouvoir flécher quels sont les indicateurs que je vais travailler en priorité parce qu'ils vont venir maximiser l'effort que j'ai consenti. Bref, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que cette démarche, il faut l'appliquer tout au long de la vie du site. Et c'est là où c'est intéressant de venir analyser cette matrice selon 6 grands items. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, là c'était 6, là c'était 5, on va dire 7, avec différentes typologies. Vous allez avoir des critères automatisés. On va pouvoir placer des balises, placer des capteurs qui vont venir vous indiquer exactement c'est quoi mon score de conception, c'est quoi mon score de performance, c'est quoi mon score... alors, sur les sujets de sécurité, on va voir, il y a plusieurs variables. Vous allez aussi avoir des critères qu'on va appeler d'échantillonnage manuel. L'exemple typique, c'est sur les sujets d'UX,
sur les sujets de RGPD, sur les sujets d'accessibilité, là aussi, en fait, on va devoir venir faire une analyse sur 1, 2, 3, 6, 7 pages différentes qui seraient les plus représentatives. Et donc, c'est manuel pour ce cas-là. Et donc, ça va vous donner la capacité, effectivement, de venir ajuster vos différents niveaux de qualité en fonction de vos cibles. Donc, c'est là où ça revient un peu tout ce que je disais au début, c'est d'abord questionnez-vous sur ce dont vos utilisateurs ont besoin, vos moyens, parce que la qualité, ça coûte cher. En termes de temps, d'investissement, mais de coûts si jamais vous avez des sous-traitants, et au regard de vos ambitions en termes de transformation, d'acquisition et de développement business. Voilà ce qu'on voulait vous dire avec Adam. Globalement, si ces sujets-là vous ont intéressé, vous questionnent, vous interrogent, on serait ravis de venir vous aider pour venir auditer votre existant, selon les différents prismes qu'on a vus là. Venir vous aider un peu en termes de conseils en solutions organisationnelles techniques, parce que ce que je disais en introduction, c'est que la qualité, c'est pas on arrive, on révolutionne, c'est parfois aussi des méthodes globales, c'est parfois aussi faire comprendre aux parties prenantes en interne, comment est-ce qu'il faudrait transformer l'organisation ou comment est-ce qu'il faudrait faire évoluer ses objectifs pour répondre à cette ambition de qualité, et bien évidemment, pour déployer et mettre en œuvre des projets de qualité. Je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à une séance de questions-réponses et aussi vous annoncer 2 prochains webinars qui vont vous intéresser. Alors, c'est très, 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 très IA, mais bon, je pense que tout le monde parle de ça depuis 1 an et demi à peu près. Mais c'est venir de vous donner quelques éclairages de notre point de vue sur comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre stratégie SEO. Donc là, c'est Naïma qui va venir vous parler de tous les outils, dispositifs et mécanismes qu'on met en place chez nous dans ces sujets-là. Et en décembre, les sujets DA, mais cette fois-ci plus pour venir travailler les sujets du UX design. Merci à tous. Et si vous avez des questions... C'est le moment. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des questions dans le cours du webinar ? Alors... Ou n'y a-t-il pas de questions ? Je crois que Emmanuel me dit aussi de vous dire que vous allez recevoir ensuite des éléments de notation de ce webinar. Vous allez avoir un CTA qui va apparaître pour noter. Pour le coup, merci à vous d'y répondre. Ça nous permet d'évaluer est-ce que ce qu'on vous a dit était intéressant ou pas. Et peut-être de nous améliorer pour les prochaines fois. Ou en tout cas, peut-être, certainement. Il n'y a pas de questions. Pas de questions, c'est qu'on a été clair. Ou pas. Ou qu'on n'a pas du tout atteint notre objectif. Voilà. Bien. Bon. Eh bien, merci à... Ah, peut-être un petit... Ah, bon, si c'est que des merci à vous. Alors, merci de nous dire merci, ça nous rassure. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.